Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel entretien. Son nom résonne aujourd'hui comme une chanson douce dans la littérature depuis 2016, année du célèbre prix Goncourt qu'elle a obtenu en France pour ce livre qui avait fait détonner la critique. Un succès planétaire traduit en 45 langues. C'est aussi une amoureuse de l'Afrique, un continent qu'elle a pris le temps de sillonner à travers les colonnes de la revue Jeune Afrique. En 2017, elle accepte d'être la représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie. C'est surtout une femme engagée, venue raconter le Maroc de son enfance à travers la fiction du deuxième volet d'une fresque familiale, une fresque qui a pris racine dans le pays des autres. Premier opus d'une trilogie annoncée, Regardez-nous danser vient d'être publié aux éditions Gallimard. En conteuse magistrale, elle fait revivre dans l'histoire partagée du Maroc et de la France l'aventure du métissage à l'épreuve de l'amour, de l'après-guerre, de la colonisation et de son héritage parfois compliqué. Et c'est au scalpel qu'elle dissèque les âmes humaines dans ce qu'elles ont de plus merveilleux mais aussi de plus sombre. En ce 8 mars, j'ai le grand plaisir de recevoir en entretien exclusif une femme exceptionnelle, l'écrivaine Leïla Slimani. Bonsoir Leïla Slimani et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, après la France, c'était important pour vous de venir au Maroc pour présenter Regardez-nous danser au Maroc et aux Marocains? Oui, bien sûr. Ça fait 2 ans en réalité que j'attends de faire cette tournée. Je devais déjà venir après le premier opus, mais malheureusement le confinement et la situation sanitaire a fait que ça a été annulé. Donc là, en réalité, je viens pour 2 livres, Regardez-nous danser, et aussi le premier opus, parce que c'est d'abord, peut-être même au public marocain, que s'adressait cette trilogie. D'abord au public marocain, d'accord. Alors, on en parlait. Après le pays des autres, qui nous plonge donc dans le Maroc de l'avant-indépendance, Regardez-nous danser nous invite une vingtaine d'années plus tard, à peu près, à faire connaissance avec une jeunesse marocaine, et notamment Aïcha et Selim Belhaj, les enfants de Amine et de Mathilde. Une jeunesse qui est au diapason de leur époque, empreinte de révolution et de contestation. Oui, absolument. C'est une jeunesse qui est tout à fait poreuse à ce qui se passe dans le reste du monde, qui a envie à la fois de s'amuser, d'écouter du rock'n'roll, qui a envie de mixité, qui a envie aussi de changer le monde, qui croit à des idéaux très grands, et en même temps, une jeunesse profondément ancrée quand même dans son pays, qui se pose des grandes questions identitaires sur qu'est-ce que le Maroc de demain, comment on peut s'impliquer finalement pour l'avenir de notre pays. Est-ce qu'on doit aller vers un modèle plus occidental? Est-ce qu'au contraire, on doit chercher une réponse qui nous serait propre, qui serait authentiquement marocaine? Donc c'est une jeunesse à la fois pleine d'idéaux, mais en même temps très divisée aussi. Très divisée à cette époque charnière du Maroc, comme vous le disiez. Alors, j'aimerais revenir, on plonge dans Regardez-nous danser maintenant, j'aimerais revenir sur l'adulation qu'Amine Belhaj a pour une femme, sa fille. Plus précisément, je vais lire un petit passage, page 39, et après on en parle. Alors, par sa fille, par son enfant, il devenait quelqu'un d'autre. Elle l'élevait, elle l'arrachait à la misère et à la médiocrité. Quand il pensait à elle, une intense émotion l'étreignait, comme une brûlure dans le torse qui l'obligeait à ouvrir grande la bouche et à prendre une inspiration. Aïcha était la première de cette famille à faire des études, qu'on cherche aussi loin que possible parmi leurs ancêtres. Personne n'avait su autant de choses qu'elle. Ils avaient tous vécu dans l'ignorance, une sorte d'obscurité et de soumission aux autres ou aux éléments. Ils n'avaient connu qu'une vie d'immédiateté, une vie à constater et à subir. De quoi on parle exactement ici dans ce passage, Leïla Slimani? D'abord, on parle d'un changement de génération et d'un
possible conflit aussi entre les générations. Mais là, pour le coup, cette jeune fille, Aïcha, qui est la fille de Amine et de Mathilde, va apporter à ses parents une élévation sociale, une émancipation que eux n'ont jamais connue. Elle est la première de toute cette famille, effectivement, à faire des études, pas n'importe quelles études. Elle fait des études de médecine et en plus, elle part en France. Donc, c'est l'enfant qui va apporter à ses parents à la fois une forme de respectabilité, d'élévation sociale. Et ce père, Amine, éprouve pour cette fille une immense fierté parce qu'elle lui ressemble, elle est très travailleuse, très acharnée, alors qu'il a beaucoup plus de difficultés, par exemple, à communiquer avec son fils. Son fils avec qui il a plus une soif de domination, il voudrait que son fils soit comme lui, un homme, un vrai, avec les cheveux courts, avec des valeurs bien arrêtées. Et son fils, au contraire, lui échappe, il n'arrive pas à établir le dialogue qu'au contraire, il établit avec sa fille. Avec sa fille, qui est très forte. Très très forte. Et d'ailleurs, les personnages féminins que vous faites vivre à travers Le pays des autres et Regardez-vous danser sont des personnages féminins très forts, de Mouilella à Aïcha, en passant par Mathilde ou Selma ou même Tamo, également la persévérante. Elles ont du courage, elles sont intelligentes, elles ont de l'endurance. Il faut dire que c'est les modèles que j'ai eus. Je crois qu'autour de moi, dans ma famille ou dans mon enfance, dans ma vie, même au Maroc, j'ai pratiquement eu que des modèles comme ça, de femmes qui ont dû faire avec ce que la société leur donnait, c'est-à-dire souvent pas beaucoup, donc qui ont dû se battre avec leur père, avec leurs frères, puis plus tard avec leur mari, qui ont dû s'imposer pour avoir une petite place, pour avoir leur indépendance, pour avoir leur liberté. Et finalement, c'était toujours ça, moi, qui a suscité à la fois mon admiration et puis plus tard, mon envie de raconter ces femmes qui, en secret, derrière les murs de leur maison, menaient des batailles et même des guerres, parfois continues, pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Mener des batailles et des guerres en continu. Alors justement, on va parler des femmes maintenant au Maroc, en France et ailleurs dans le monde. Le combat des femmes, leur place est toujours d'actualité. De 8 mars en 8 mars, les combats sont plus ou moins les mêmes. Et puis la pandémie a un peu fragilisé, il faut dire, certaines d'entre elles. Mais en cette journée internationale qui célèbre la femme, les droits de la femme, j'aimerais vous entendre, Leïla Slimani, sur la résilience et aussi le dépassement de soi qui les caractérise peut-être, et notamment en Afrique. Oui, pour moi, ça doit d'abord être avant tout une journée de combat, avant d'être une journée de célébration. Je pense que les femmes, elles en ont marre d'être célébrées. Ça fait des siècles qu'on nous a célébrées. On ne veut pas être célébrées ni pour notre beauté, ni pour notre gentillesse. C'est pas ça qui compte. On veut être respectées. C'est très différent. Et quant à la résilience, à la fois, je pense qu'il faut être admiratif de cette résilience, mais je pense qu'en même temps, il faut arrêter de compter sans cesse sur elle. Trop longtemps, les pouvoirs publics, finalement, sont un peu indifférents à la cause des femmes qui sont si fortes, qui sont si résilientes dans les guerres, dans les moments de crise. On sait qu'elles finiront toujours par se débrouiller parce qu'elles sont là pour s'occuper des personnes âgées, s'occuper des enfants. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus là dans une énergie et une humeur de combat, parce que je pense qu'il est vraiment temps de dire qu'un certain nombre de choses sont insupportables et qu'il est inadmissible que les femmes aient constamment les mêmes devoirs que les hommes. Nous avons le devoir de travailler, nous avons le devoir de respecter les mêmes lois, nous payons les mêmes impôts et en même temps nous ne bénéficions pas des mêmes droits, et ça commence à devenir véritablement insupportable. On va continuer à parler des femmes, Leïla Slimani. Et je voulais savoir si dans l'histoire du Maroc, dans la littérature marocaine, africaine, il y a des femmes qui vous ont inspiré, marqué. Oui, il y en a une en particulier parce que je l'ai très bien connue et qu'elle a été pour moi une sorte de marraine, c'est Fatema Mernissi, qui était une très bonne amie de mon père et qui est une femme que j'ai vraiment adorée, qui m'a inspirée à la fois intellectuellement et puis humainement. Humainement par sa liberté de penser, sa liberté d'être, la façon dont elle s'habillait, la façon dont elle se comportait avec les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. Voilà, c'était un personnage, c'était une femme qui n'avait aucun mépris de classe, qui traitait tout le monde pareil, quel que soit votre milieu social, votre couleur de peau, elle n'en avait rien à faire. Puis une femme d'une intelligence et d'une culture extraordinaire. Donc elle a été pour moi vraiment un modèle très important. En avance sur son temps, affranchie de tout. Oui, absolument, très affranchie. Puis moi, j'ai vraiment le souvenir d'elle dans des réceptions ou dans des endroits publics. Elle fumait, elle parlait avec des hommes. Et puis si quiconque avait l'audace de lui dire qu'elle ne devait pas faire ci ou faire ça, vraiment, elle était en plus très très drôle. Elle savait se battre aussi avec l'arme de l'humour, ce qui sert beaucoup.
Alors ça aussi, justement, ça fait partie du Maroc. Une enfant comme vous, Leïla Slimani, qui a baigné dans les deux rives de la Méditerranée, comme beaucoup, a à cœur, je crois, de raconter son Maroc, son propre Maroc, pour restituer un peu une pluralité, comme on vient de parler là de Fatima Mernissi, une réalité d'un pays loin des stéréotypes. Est-ce que c'est aussi un peu la vocation de cette trilogie? Oui, absolument. C'est un peu la vocation de cette trilogie. Et je dirais dans les deux sens, à l'adresse à la fois des Marocains et des Français. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent eu l'impression d'être prise en tenaille entre deux sortes de clichés. En France, les gens ont tous le sentiment de connaître le Maroc, qui est un pays qui leur est familier, mais dont en réalité, ils ne savent pas grand-chose, dont ils connaissent très peu les complexités. Et de l'autre côté, au Maroc, je me suis souvent sentie prise en otage de cette image de la femme marocaine qui aurait une sorte de définition à laquelle je ne correspondais pas du tout. Et d'un côté comme de l'autre, je veux défendre l'idée qu'on est tous des individus très particuliers. J'ai une histoire particulière, une famille métissée, complexe, avec beaucoup de mélanges. Ça ne fait pas de moi une moins bonne marocaine que les autres, ni une moins bonne française que les autres. Je suis une marocaine parmi d'autres et nous sommes tous différents. Donc je pense que ici comme là-bas, il faut défendre une forme de diversité et se battre aussi contre cette essentialisation et cette idée qu'existerait quelque chose comme les musulmans, la femme marocaine. Je me méfie beaucoup de ces grands concepts qui enferment et qui sont très aliénants, je pense. De généralisation Absolument. systématique. Absolument. Je ne raconte pas la vie de mes parents. Je m'autorise une liberté totale et je veux accéder à une vérité qui n'est pas celle des faits. Ce sont ici, Leïla Slimani, vos propos que je me suis permise d'extrait d'une précédente interview. À quelle vérité souhaiteriez-vous accéder, Leïla Slimani? C'est la vérité littéraire, c'est-à-dire la vérité des âmes. C'est une vérité qui est très difficile à définir ou à saisir parce qu'elle est très fugace. Elle repose beaucoup plus sur l'émotion. C'est, vous savez, ce genre de vérité qu'on ressent quand on lit un livre et d'un coup, un personnage exprime quelque chose qui nous a déjà traversé et on se dit « Oh mon Dieu, mais c'est incroyable, comment il arrive à dire en mots ce que moi j'ai déjà vécu ». Donc ça n'est pas une vérité qu'on peut vérifier comme une vérité scientifique, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'universalité des émotions qui fait que quand on lit un livre, ici, à New York, à Hong Kong ou à Madrid, on peut tous être touchés par la même émotion tout en étant des êtres extrêmement différents et venus d'univers qui n'ont parfois rien à voir. Comme une vérité du corps aussi, absolument, une vérité du corps et du cœur. Et voilà. du cœur. D'accord. Et c'est à travers la langue française, Leïla Slimani, que vous avez choisi de conter ce Maroc, une langue dont vous êtes plus ou moins l'ambassadrice depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron vous a nommée représentante personnelle pour la francophonie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette mission, si elle vous a, évidemment, je devine, tenue à cœur, et surtout ce que vous en retenez aujourd'hui? Oui, c'est une mission effectivement qui me tient beaucoup à cœur, surtout parce que le président, lorsqu'il m'a exposé sa vision de la francophonie, était vraiment... Enfin, nous étions tous les deux dans la même vision de la francophonie et puis dans le même sentiment qu'il fallait absolument réformer cette francophonie, en donner une nouvelle définition si on n'avait pas envie que le concept meure tellement il était vieillissant et poussiéreux. Et je suis assez contente, là c'est la fin du mandat du président, juste avant la future élection, et je suis très très contente de me dire que je crois qu'on a réussi sur ce plan-là. On a réussi à rénover, à rajeunir un peu la francophonie, à défendre des nouveaux concepts comme le plurilinguisme, comme la créolisation, comme le fait que la francophonie, c'est pas se battre contre les autres langues, c'est au contraire les accueillir, au contraire défendre l'idée que un être humain, plus il parle de langue, plus il gagne en humanité, plus il gagne en culture. Et je pense qu'à ce titre, un pays comme le Maroc est un pays qui a un immense potentiel et qui a un très grand atout, qui est celui du plurilinguisme. Quand on est marocain, déjà, on entend dans la rue tellement de langues. On va entendre le berbère, on va entendre le français, on va entendre évidemment l'arabe. Dans d'autres régions, le hassani, ici le rifin, toutes ces langues qui sont autour de nous et qui vont donner une ouverture évidemment sur les autres langues ensuite européennes ou venues d'ailleurs, qui est très très utile et qui va être un atout pour les jeunes générations marocaines. Et c'est un message important aujourd'hui.
Oui, France. absolument. Je pense que c'est un message très important en France comme ici. Cette idée que apprendre une langue, découvrir la culture de l'autre, ça ne veut pas dire trahir son pays, ça ne veut pas dire être déloyal. Au contraire, on a besoin aujourd'hui, voilà, de bousculer un peu les frontières, de bousculer ces enfermements mentaux et d'aller vers l'autre de plus en plus. Je voudrais enfin parler, Leïla Slimani, et ce sera ma dernière question, de cette pandémie. Qui nous a tous traversés, de ce temps qui s'est arrêté pour tous. Le Covid-19 a été le drame universel que l'on connaît. La crise qu'il a provoquée a été marquée par le confinement, la maladie, la mort. Et ça en a poussé certains à l'introspection, à revenir sur l'essentiel. Quelle trace la pandémie a laissé sur vous, à l'écrivaine, à l'artiste que vous êtes, à la femme et à la maman aussi? Effectivement, comme vous le dites, il a lancé un processus d'introspection qui n'est pas terminé. Je me pose beaucoup de questions sur le sens de ma vie, son utilité pour les autres. Mais il a laissé surtout en moi beaucoup d'inquiétudes. J'ai le sentiment que le monde d'après sera encore plus violent, encore plus inégal, encore plus injuste que celui d'avant. Je vais vous dire très honnêtement, quand la pandémie a commencé, je me souviens très bien d'avoir dit à mon mari, tu verras, quand la crise s'arrêtera, une guerre commencera. Et il se trouve que malheureusement, ça s'est révélé vrai. Et je suis plutôt dans un état de très grande inquiétude sur notre avenir, parce que je crois que cette crise a malheureusement surtout révélé beaucoup de failles. Et même s'il y a eu des solidarités dont il faut se réjouir, les inégalités qu'elles ont révélées sont plus fortes malheureusement que les solidarités qui ont pu s'exprimer. D'accord. Une petite dernière, et ça sera vraiment la dernière, celle-là. Votre vie au Portugal, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça se passe? Écoutez, c'est un pays qui a l'avantage d'être à équidistance de mes deux pays. Donc, je vis à 1 heure de Casablanca et à un peu moins de 2 heures de Paris. C'est un pays magnifique. Lisbonne est une ville extrêmement accueillante avec des gens. Les Portugais sont des gens très, très doux, extrêmement polis, d'un très grand civisme. Et c'est merveilleux parce que c'est une ville qui ressemble d'ailleurs à beaucoup d'égards par moments à Tanger. Une ville dans laquelle il y a beaucoup de choses qui me rappellent l'Afrique. Il y a une lumière qui est déjà une lumière africaine, des couchers de soleil qui pourraient être des couchers de soleil marocains. Donc voilà, je descends vers le sud, je me rapproche de plus en plus, comme si je commençais presque à revenir vers le pays de mon enfance. Donc c'est une vie très agréable, très douce. Équilibre entre les deux mondes. Exactement. Perpétuel. Regardez-nous danser. Voilà, deuxième opus. Après Le pays des autres, la trilogie de Leïla Slimani, que vous pourrez trouver donc dans toutes les bonnes librairies au Maroc comme en France et probablement bientôt ailleurs. J'imagine qu'il va être traduit aussi. Merci beaucoup Leïla Slimani. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Excellente suite des programmes sur Média TV.